Bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion d'aujourd'hui. On va plonger dans des documents assez intéressants qui parlent de communication non dite, de signaux subtils dans nos relations. Oui, les auteurs essayent de décoder des choses qu'on ressent souvent, surtout en séduction ou en couple, mais qu'on a du mal à nommer. Alors soyons clairs, hein, le but ici, c'est pas de sortir des généralités ou des clichés. Non, non. On va juste regarder ce que ces textes en particulier nous disent, voir comment ça peut nous aider à peut-être mieux comprendre certains silences, certaines attentes. On explore leurs idées. Ok, alors, allons-y. Premier point qui saute aux yeux dans ces sources. L'idée que si quelqu'un est vraiment investi, eh ben, il ou elle a tendance à simplifier les choses. Oui, c'est ça. Pas de jeu compliqué, pas de stratégie à rallonge. Exactement. Si ça reste toujours difficile, ambigu, ou s'il y a beaucoup de silence, ben, ces textes suggèrent que c'est peut-être un signe de faible engagement. Ce qui est fascinant, c'est cette notion de congruence, tu vois, la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les écrits insistent beaucoup là-dessus. Un exemple donné, des mots très chaleureux, mais suivis d'actions distantes. C'est quasi toujours interprété comme un manque d'authenticité, peu importe les explications après. C'est l'alignement qui compte. Exactement, l'observable. Et ça m'amène à notre autre point, assez direct celui-là, soulevé dans les sources. L'attirance physique. Apparemment, la décision se ferait très très tôt, presque instinctivement. Ah ouais. Oui. Et l'idée qu'on pourrait convaincre quelqu'un sur ce plan-là, plus tard, juste avec la personnalité ou en insistant, ben, c'est présenté comme assez peu réaliste dans ces analyses. Ça pose question sur la gestion des attentes, n'est-ce pas? Si on suit cette logique des sources, ça voudrait dire qu'il faut lire les signaux de départ assez vite, plutôt que de s'épuiser à essayer de prouver quelque chose sur ce plan physique. L'énergie serait peut-être mieux utilisée ailleurs. C'est ça, ça interroge l'équilibre entre persévérer et être efficace au début d'une relation. Tout à fait. Bon, et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on parle des fameux tests subtils. Ah, les tests. Oui, enfin, les documents parlent d'évaluation implicite de la confiance, du caractère. Par exemple, comment on gère une petite déception ou comment on s'affirme. Oui, alors test, c'est peut-être pas le terme idéal parce que ça fait très calculé. C'est sans doute plus une observation, peut-être même inconsciente, hein, de comment l'autre réagit dans des situations un peu clés. Mhm. Une source détaille bien ça, la réaction à une frustration mineure. Pas le problème lui-même, mais la façon de communiquer, de gérer l'émotion sans être agressif ou s'effondrer. Ces moments seraient vus comme des indicateurs de résilience, de compatibilité, de force de caractère, tu vois. L'authenticité, la maturité dans ces moments-là, ça semble crucial selon cette perspective. Et ce qui est frappant, c'est que, d'après ces textes, ce qui maintient l'attirance, c'est pas tant une gentillesse un peu trop accommodante, Ah non. mais plutôt la confiance en soi, une certaine solidité émotionnelle ou même matérielle perçue et, surtout, le respect de ses propres limites. Savoir dire non. Oui, savoir dire non, calmement, mais fermement. Ça serait paradoxalement plus attirant qu'être toujours disponible, toujours d'accord. Ben oui, ça rejoint l'idée de sécurité psychologique. C'est un thème qui revient souvent dans ses écrits. Quelqu'un qui se respecte assez pour poser des limites claires, il ou elle projette une image de fiabilité. De prévisibilité, peut-être. Oui, de fiabilité et de respect. Et ça crée un sentiment de sécurité. On sait un peu à quoi s'attendre. Et cette constance, basée sur des valeurs stables, ça semble être un vrai facteur d'attraction durable pour les auteurs. D'accord. Et à l'inverse alors, quels sont les signaux de désengagement selon ces sources? Elles pointent des changements assez nets dans le comportement. Le silence qui s'installe, là où il y avait des échanges, même conflictuels. Mhm. L'apparition soudaine d'excuses à répétition. Je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Ou même l'arrêt des reproches, ce qui peut vouloir dire qu'il n'y a plus d'investissement émotionnel. C'est vrai que l'arrêt des disputes, ça peut être ambigu. Oui. Et le message clé qui revient toujours, c'est regarder les actes. Regarder les changements dans les habitudes. C'est souvent plus parlant que les mots qui essaient de rassurer. Tout à fait. Les sources insistent beaucoup sur l'importance de lire les schémas comportementaux sur la durée. Un incident isolé, bon, ça arrive. Mais un nouveau pattern qui s'installe, c'est autre chose. Et c'est cette vision sur le long terme qui permettrait, selon ces analyses, de distinguer un petit problème passager d'un désengagement plus profond. Donc ça complète, voire ça corrige, la communication verbale. Exactement. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Si on suit la logique de ces documents, comprendre ces signaux non verbaux, ces dynamiques un peu cachées, ça pourrait aider à y voir plus clair dans les relations.
L'idée, c'est vraiment observer, chercher la cohérence entre les paroles et les actes, et accepter que beaucoup de choses importantes passent sans les mots. Oui, et ça nous laisse avec une question, je pense, pour notre propre réflexion. Ces textes nous mettent face à un équilibre délicat. D'un côté, le besoin fondamental de transparence, de communication ouverte dans une relation saine, et de l'autre, la réalité de ces attentes, de ces évaluations, de ces signaux, qui sont souvent pas formulés, pas conscients même. Alors, la question c'est, comment on fait pour tenir compte de ces dynamiques subtiles, pour mieux interagir, sans tomber dans la paranoïa ou la surinterprétation? Comment viser plus de clarté mutuelle tout en étant conscient de tout ça?